Nous allons maintenant passer à la présentation et à la démo de In5. Mais tout d'abord, je voudrais que l'on mette les choses un peu dans leur contexte. Ce tableau, je le donne à ceux qui suivent mes formations sur l'EPUB, donc le livre électronique, et sur le digital publishing, que ce soit avec DPS ou avec Twixel. Ce tableau est un excellent outil qui fait un peu le point sur les forces et faiblesses de chaque solution en matière de publication électronique et qui vous permet justement de présenter à votre client les différentes possibilités. Parce que vous connaissez la situation habituelle, c'est le client qui, après avoir réalisé la version imprimée de sa publication, vous demande de faire un e-book. Alors vous lui dites, oui d'accord, mais quel e-book? Un e-book comme... un e-book pour que la publication tourne sur le web, pas sur le web, sur le web, mais aussi sur les tablettes, sur les téléphones, avec de la vidéo, de l'interactivité, des hyperliens, etc., etc. Alors vous lui expliquez, oui, mais le format e-book n'existe pas. E-book est un terme générique qui signifie simplement livre électronique, mais vous voyez, il y a des PDF interactifs, il y a des flipbooks, il y a des livres électroniques au format EPUB, il y a le format d'Apple, il y a le digital publishing, et c'est là que le client est complètement perdu parce que lui il croyait qu'un e-book c'était un format universel qui pouvait s'appliquer à tout et à n'importe quoi, et qui pouvait être lu sur tout et n'importe quoi. Depuis quelques années, je suis en train de mettre à jour ce tableau et j'indique les forces et faiblesses de chaque type de livre électronique ou, de publication électronique. Alors, vous voyez par exemple que le PDF interactif, il est très facile à convertir depuis InDesign puisqu'on exporte en PDF, mais par contre, exporter depuis InDesign le format e-book d'Apple, c'est pas possible. Donc, mais par contre, vous voyez que le PDF interactif, il est facile à lire hors ligne, mais par contre, une présentation flash, quand elle est placée sur un serveur web, eh bien, elle est difficilement lisible quand on n'a pas de connexion Internet. Cependant, il y a dans ces différents formats un maître achat, comme on dit, le maître achat, c'est-à-dire celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, et c'est l'EPUB. Et l'EPUB, il a un certain nombre de boules vertes, et il a quelques boules rouges, mais ce qui est très intéressant avec l'EPUB, c'est que c'est un format open source, donc qui permet de créer des livres électroniques, mais qui a une certaine flexibilité, puisque le contenu d'un livre électronique s'adapte automatiquement en fonction de la largeur de l'écran, du smartphone ou de la tablette, mais au détriment du graphisme, puisque ce qui est important dans un livre électronique, c'est le contenu, et donc ce n'est pas le décor. Évidemment, on peut tricher, on peut utiliser certains trucs et astuces pour ajouter un peu de graphisme, un peu d'enrichissement graphique, mais fondamentalement, ça reste un livre dont le contenu principal est constitué du texte qui est entrecoupé d'images, de graphiques, etc., etc. Mais par contre, vous voyez que son déploiement est facile, le déploiement est gratuit, puisque vous déposez un EPUB sur un serveur web comme vous déposez un PDF en fait, et il suffit que les gens le téléchargent. Et on peut facilement le lire hors ligne. Alors, il y a aussi dans ce secteur un autre grand domaine qui est celui du digital publishing. Et le digital publishing, c'est surtout les méthodes et techniques que l'on utilise pour faire des magazines électroniques. Donc des magazines ou des présentations électroniques, c'est-à-dire des mises en page avec un graphisme très riche et avec de l'interactivité et du multimédia avancé. Le problème du digital publishing, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de format ouvert et qu'il est l'apanage de grandes sociétés qui ont fermé en quelque sorte leur format de fichier et qui essaient de se faire un maximum d'argent en utilisant ce créneau. Alors pour faire du digital publishing, il faut un peu plus d'argent que pour faire un EPUB. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que le digital publishing, si on est un peu malin, on peut quand même le faire en ne dépensant pas trop d'argent.
Mais le principal problème du digital publishing, c'est qu'il n'y a pas actuellement de technologie qui permet de reproduire au pixel près une mise en page que vous avez réalisée dans InDesign. Et ce qui est très important pour avoir une publication de qualité, c'est que le travail du graphisme soit respecté au pixel près. Et parce que l'HTML5, pour l'instant, ne permet pas encore de faire tout ce que permet de faire InDesign en matière de graphisme, eh bien, le digital publishing repose sur un principe lourd qui est celui en fait que toutes les pages sont pixelisées. Il y a d'autres méthodes avec le PDF et on peut incorporer de l'HTML, mais globalement, toutes les pages sont pixelisées et cette pixelisation alourdit le poids des fichiers, ne rend pas très flexible un certain nombre de choses comme la recherche du texte ou l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais aussi les canaux utilisés par les sociétés qui proposent des outils de digital publishing sont assez lourds en termes de bande passante, en termes d'espace disque, espace de stockage, etc. Nous l'avons vu avec Twixel, on peut faire des économies importantes en temps et donc en argent, puisqu'on travaille essentiellement offline et pas comme avec Adobe sur des serveurs en ligne. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que à l'époque, j'avais déjà souligné l'importance, et quand je dis à l'époque, c'était il y a 3 ans, l'importance du format HTML5 et de son comparse CSS3 et de son acolyte indispensable qui est JavaScript. Car l'HTML5, le CSS3 et le JavaScript permettent de se rapprocher de la qualité au pixel près du graphisme du mise en page réalisé dans InDesign. On n'y est pas encore, évidemment, mais il y a moyen de faire des choses qui sont très intéressantes. Et c'est pour ça que je le surligne, je le mets ici en évidence, parce que vous voyez qu'il y a pas de boules rouges, qu'il y a beaucoup de boules vertes, et qu'il y a des boules bleues. Et le jour où on arrivera à obtenir une méthode qui nous permettra de générer des fichiers qui sont uniquement basés sur de l'HTML5, mais quand je dis des fichiers, c'est-à-dire un type de fichier spécial qui n'est pas un dossier qui contient des fichiers HTML avec des images, mais vraiment un fichier de type EPUB que l'on envoie par email, que l'on dépose sur un serveur, que l'on s'envoie comme ça facilement. Et si c'est basé sur de l'HTML5, eh bien ce sera une très grande avancée dans la diffusion de ce genre de produits, mais aussi dans la création de ce genre de produits. Et ce tableau date d'il y a 2 ans. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre en évidence l'EPUB et l'HTML. Et regardez maintenant, j'ai mis à jour ce tableau très récemment en fonction des dernières innovations ou mises à jour dans ces technologies. Et vous voyez, sur la ligne EPUB, vous avez un certain nombre de boules rouges, là, sur le côté gauche. Et puis, vous voyez qu'il y a 2 boules rouges qui sont devenues bleues. Pourquoi? Et parce que je dis que on peut avoir dans un EPUB du graphisme enrichi et du graphisme animé, mais pourquoi est-ce que je mets une boule bleue? Mais c'est parce que ça ne se fait pas directement dans l'EPUB au départ d'InDesign. On crée ce graphisme enrichi, voire animé, dans une application qui s'appelle par exemple Edge Animate, et maintenant dans InDesign on peut importer des animations Edge Animate et les lire dans un EPUB. Tous les lecteurs d'EPUB ne pourront pas lire ces animations, mais c'est possible. Donc le nombre de boules rouges commence à diminuer pour le format EPUB. Et regardez, je vais passer maintenant de nouveau sur le graphique, enfin le tableau d'il y a 2 ans, et regardez maintenant la dernière ligne, HTML5, CSS3, et vous voyez que la première colonne, c'est la conversion depuis InDesign est-elle facile? Et j'avais mis NA, je vais dire, donc non seulement que c'était difficile, mais que c'était même pas possible. Et les derniers développements, les dernières versions de InDesign permettent une certaine forme d'exportation en HTML5. Et vous voyez que si je passe maintenant sur le tableau le plus récent, eh bien j'ai ajouté une boule verte pour dire que maintenant la conversion depuis InDesign est facile,
grâce à In5. Et vous voyez que deux autres boules bleues, les graphismes animés et l'effet wow, qui étaient pour l'instant en mode restriction il y a 2 ans, eh bien j'ai mis des boules vertes car vous allez voir qu'avec In5, justement, ce plugin qui est développé par une startup et qui s'insère donc dans InDesign en tant que plugin, permet une conversion assez étonnante de mise en page InDesign au format HTML afin que les mises en page ainsi que l'interactivité que vous ajoutez éventuellement, le multimédia aussi, puissent être lues dans un navigateur web, voire sur plateforme mobile, avec tout navigateur qui est capable de rendre des pages en HTML. Revenons un instant à InDesign CS5 ou 5.5. Quand les outils de digital publishing sont apparus dans InDesign, et cette vidéo que vous êtes en train de voir est une démo sneak peek, c'est-à-dire c'est une démo d'une technologie en cours de développement dans les laboratoires d'Adobe. Et la démo qui est actuellement faite là sur cette tablette, c'est justement de montrer qu'un contenu qui a été réalisé pour iPad ne s'affiche pas intégralement sur l'écran d'une tablette Motorola. Il y a des bandes noires à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que les outils de digital publishing pixelisent une page, et quand une page est pixelisée, elle n'est absolument pas flexible au niveau de son contenu. C'est-à-dire que là, le texte ne peut même pas faire l'objet d'une recherche puisque c'est une image. Et idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que pour que une publication électronique avec un graphisme aussi riche puisse s'afficher sur n'importe quel type d'écran, sur un écran long d'un iPhone 5, sur un écran au format 4/3 d'un iPad, ou sur un écran de type, on va dire 16/9, même si je ne suis pas sûr du rapport, sur les tablettes Android, puisse s'adapter automatiquement. Vous voyez par exemple ici nous sommes dans InDesign, et vous connaissez ces fonctions de mise en page liquide, où on attribue à des objets, des blocs images, des blocs texte, des comportements, en fonction de la largeur de la page. Et vous voyez que si par exemple on passe en mode portrait, les blocs changent automatiquement de dimension. Vous voyez, en fonction de la tablette, les blocs texte s'élargissent, les blocs images s'élargissent proportionnellement. Et cette technologie-là aurait dû apparaître, est apparue avec InDesign CS6, mais le but ici, c'était vraiment d'exporter cette technologie au format HTML5. Alors, je reviens ici un instant sur cette petite démo. Vous voyez, par exemple, ici, dans InDesign, vous avez la possibilité de commander à un bloc texte de passer en mode 3 colonnes si on atteint un seuil. Donc, dans InDesign, je vais rapidement vous montrer ça dans InDesign, lorsque je crée ici un document, voilà, lorsque je crée ici aussi un bloc de texte, je vais le remplir avec du texte de substitution, je peux demander ici qu'il y ait 3 colonnes, mais en mode nombre fixe. Et donc, quel que soit le redimensionnement du bloc, vous voyez que j'ai toujours ici 3 colonnes. Par contre, ce que je peux demander, c'est que la largeur soit modifiable. Quelle est la largeur d'une colonne, 58 mm, et quelle est la valeur maximale? Et on va dire que la valeur maximale, par exemple, c'est 65 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand, par exemple, mon bloc s'élargit, et lorsque j'atteins le seuil de 65 mm par colonne, vous voyez qu'une 4e colonne est automatiquement ajoutée pour que visuellement ce bloc texte n'ait pas des colonnes de texte qui soient trop larges. Vous voyez que si je redescends un peu plus bas dans le seuil, je passe de 3 colonnes à 2 colonnes. Et donc, ici, dans cette mise en page InDesign, vous voyez que ce bloc texte a été configuré
pour s'afficher d'abord en 2 colonnes, mais un seuil a été indiqué pour que dès que le bloc texte ait une largeur telle que on passe automatiquement de 2 à 3 colonnes. Et donc c'est ce qui se passe ici lorsqu'on prend l'outil page, et quand on passe d'un format 4/3 au format 16/9, eh bien vous voyez que le bloc texte comporte maintenant 3 colonnes. Et si on repasse sur l'iPad, voilà, c'est exactement le même principe. Donc, ici, cette démo était censée nous montrer le futur d'InDesign et dans la version C6, une première version de l'exportation en HTML d'une mise en page InDesign a été intégrée, et ce projet pour l'instant est mis au frigo car effectivement ils se sont rendus compte chez les développeurs que c'est une matière qui est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et ils ont été accaparés par la réécriture en 64 bits de l'application, mais convertir toute une philosophie de construction de mise en page d'un logiciel qui était d'abord destiné à l'impression vers l'HTML, c'est une paire de manches qui est totalement différente. Et donc, ici, ce que je vais vous montrer, je vais avancer un peu dans cette vidéo, c'est que, vous voyez par exemple ici, nous sommes dans InDesign, mais lorsque nous exportons la mise en page au format HTML, eh bien, dans quoi est-ce qu'on lit du contenu HTML? Eh bien, ici, en l'occurrence sur un ordinateur de bureau, on le lit sur un navigateur Internet. Et ce que vous remarquez, c'est que cette mise en page, qui s'affiche sur un navigateur Internet, eh bien, est interprétée parce que nous avons exactement le même principe comme avec le web dans les années 90, les années 2000, c'est que le code HTML est interprété par un navigateur. Mais tous les navigateurs n'interprètent pas de la même manière le code. Et c'est pour ça que nous avons eu souvent de grandes différences de rendu de code HTML d'un navigateur à l'autre, et ce qui a contribué à créer énormément de travail pour les webmasters qui ont plus passé leur temps à optimiser le code plutôt qu'à trouver des idées graphiques parce que voilà, telle était leur destinée, si je puis dire. Et ce que vous voyez ici par exemple, c'est que sur le navigateur Safari qui utilise WebKit, la police de caractères pour les titres qui est utilisée ressemble à de l'Optima. Je me demande si ce n'est pas vraiment de l'Optima. Mais par contre, la lettrine, elle est un peu bizarre parce qu'elle est un peu trop relevée par rapport à la ligne de base de la deuxième ligne. Ce qui prouve bien que par rapport à la mise en page dans InDesign, où cette lettrine était parfaitement alignée, eh bien, vous voyez que l'interprétation du code HTML par le moteur de rendu HTML qui est WebKit, ici en l'occurrence dans Safari, fait que nous avons une interprétation de la mise en page dans InDesign qui n'est donc pas exactement la même au pixel près de celle de la mise en page dans InDesign. Et lorsqu'on redimensionne la fenêtre du navigateur, vous voyez comment le contenu s'adapte automatiquement à la largeur de l'écran. Bien évidemment, puisque c'est de l'HTML, le texte est sélectionnable. Et ici aussi, vous voyez que vous avez une pleine expérience utilisateur, comme si on était dans un navigateur, alors que tout ceci provient d'une mise en page InDesign. Ceci est une animation réalisée avec Edge Animate, qui s'affiche directement dans la publication électronique. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est justement cette mise en page en HTML5 telle qu'elle s'affiche sur l'iPad. Et on aura pratiquement le même résultat sur iPad comme sur Safari, puisque le moteur d'affichage qui est utilisé, c'est WebKit. Et vous voyez, lorsque on pivote la tablette, eh bien, le texte, l'image s'adapte en fonction de la largeur de l'écran. Et bien sûr, on a toutes les autres possibilités standards en HTML. Mais vous allez voir maintenant, dans cette démo, le responsable d'Adobe va vous montrer qu'en fait, exactement le même document, tel qu'il est importé, enfin pas importé, mais tel qu'il est lu sur une tablette Android, mais avec un ratio d'écran différent, eh bien, vous voyez, lorsqu'il va ouvrir ici la publication qui contient exactement le même fichier,
Eh bien, vous allez voir que la mise en page s'adapte, mais un des problèmes, c'est notamment l'interprétation de la police de caractère. Donc, ici, il y a déjà un problème. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de bien comprendre que la philosophie générale derrière ce projet, c'est pourquoi est-ce que, comme dans le digital publishing actuellement, nous avons l'obligation de créer une version dans InDesign pour iPad vertical, puis iPad horizontal, puis Samsung Galaxy vertical, puis Samsung Galaxy horizontal, puis iPhone vertical, puis iPhone horizontal, eh bien, c'est chaque fois du travail en plus. Et donc, l'avenir, c'est justement que le digital publishing soit plus basé sur de l'HTML5 pur, plutôt que sur des mises en page où la partie statique est complètement pixelisée et la partie multimédia ou la couche interactive soit aussi pixelisée, en PNG transparent, mais sur une couche supérieure. Mais le problème, voyez-vous, c'est que quand Adobe était censé nous livrer cette fonction dans InDesign CS6, elle était déjà incomplète, elle ne permettait pas encore de faire ce dont on avait besoin dans la profession. Donc nous, on s'attendait à avoir vraiment des mises en page qui se rapprochent le plus des mises en page qui s'affichent sur tablette ou sur smartphone et qui se rapprochent le plus de ce que l'on fait dans InDesign. Mais nous sommes aussi devant dans l'attente justement d'un développement ultérieur. Et cela fait maintenant 2 ans et demi qu'on n'a pratiquement pas de nouvelles sur cette fonction. Ce travail, pour l'instant inachevé par Adobe, a été repris de façon totalement indépendante par une start-up. Et cette start-up a créé un produit qui s'appelle In5. Et In5 est un plugin qui va nous permettre de faire ce que InDesign était censé faire depuis maintenant 2 ans, qu'il n'a pas réussi à faire. Et vous allez voir que In5 va ouvrir de toutes nouvelles perspectives en matière de diffusion, de publication mise en page dans InDesign vers des canaux d'information qui utilisent les navigateurs web et surtout vers les plateformes mobiles comme sont les tablettes et les téléphones. Sur le site de l'application, il vous suffit de taper In5 dans un moteur de recherche, vous allez tomber donc sur Ajar Production, vous cliquez sur ce lien et vous atterrissez sur la page de description de In5. Là, vous téléchargez l'application, vous voyez que vous avez une compatibilité étendue qui remonte jusqu'à CS4, et après l'avoir téléchargé, vous avez ici un installeur avec l'extension ZXP, vous double-cliquez la version CC, Creative Cloud, s'ouvre l'Adobe Extension Manager de Creative Cloud, vous acceptez la licence. Si la version 1 était déjà présente, eh bien les deux plugins, la version 1 et la version 2, peuvent coexister. Et vous voyez qu'après avoir validé, Extension Manager ajoute le plugin In5 à InDesign CC. Lorsque vous lancez InDesign, juste après l'installation, eh bien vous voyez que automatiquement le plugin vous ouvre le document de démonstration. Et ce document de démonstration comporte un certain nombre de démos, d'exemples d'animations, de fonctions multimédia que vous pouvez utiliser dans InDesign et qui peuvent être exportés en HTML5. Et une fonction est ajoutée dans le menu fichier, juste en dessous d'export, qui est export HTML5 avec In5. Et il y a une autre fonction ailleurs qui vous permet de créer des vignettes d'images, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Et je vais l'ouvrir donc ce document. Donc ce document se trouve ici dans mes démos, et le voilà, c'est Tourdoc original,
et je l'ouvre. Voilà. Alors, ce document commence avec une introduction. Et ce qui est très intéressant de comprendre ici dans ce document, c'est que chaque page est une sorte de mode d'emploi sur ce que vous pouvez faire, à quoi ça sert, quelles sont ses fonctions, comment on les optimise, etc., etc. Et vous voyez qu'on a ajouté ici de l'audio, de la vidéo. Ici, on n'a pas importé une vidéo, mais on a introduit ici une URL vers une vidéo sur YouTube. Et ici, vous avez la démo d'un certain nombre de fonctions qui proviennent des fameux panneaux animation, minutage, boutons et formulaires qui sont apparus avec InDesign CS5. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, ces fonctions que moi j'appelais fonctions flash dans InDesign, pourquoi? Parce que lorsqu'on prenait par exemple une étoile et que l'on affichait un certain nombre, qu'on affichait ses propriétés, eh bien on exportait ensuite ces effets spéciaux au format flash. Et ce qui s'est passé très récemment, c'est que on m'a appris qu'en fait ces fonctions d'animation dans InDesign n'utilisent pas Flash. Flash est seulement utilisé dans le panneau animation pour prévisualiser le contenu. Mais lorsque vous animez une étoile comme ici dans InDesign, eh bien on ne fait absolument pas appel à Flash. Et donc c'est seulement lorsque vous exportez votre document InDesign au format SWF que effectivement c'est converti au format Flash. Vous voyez par exemple ici on a appliqué l'effet tourbillon à l'étoile, et donc l'étoile va pivoter avec un effet de tourbillon en boucle et le tourbillonnement va durer 1 seconde. Et un petit peu plus loin, ceci est un objet à état multiple. Vous connaissez la fonction si vous êtes déjà habitué de DPS, mais en fait c'est une sorte de diaporama ici qu'on a appelé item et qui contient 3 états, et en cliquant sur le bouton ici, on va passer à l'état suivant, et quand on va cliquer sur ce bouton à gauche, on va passer à l'état précédent du diaporama item. Donc voilà, l'état précédent, l'état suivant. Ici nous avons aussi de nouveau un état d'objet, mais cet état d'objet est en fait un diaporama. Vous connaissez la fonction diaporama. Voilà. Si vous utilisez les fonctions DPS, Folio Overlays, Diaporama, sur base de l'objet état multiple, vous avez un certain nombre d'options pour gérer ce diaporama. Eh bien, In5 va convertir ce que vous avez réalisé avec les fonctions entre guillemets flash d'InDesign et les fonctions DPS d'InDesign pour les exporter donc en HTML5. Et ici j'ai du liquid layout, mais ça je vais en parler plus loin, et après ce sont des informations et des ressources. Maintenant ce que l'on va faire, ce document InDesign qui est en 1024-768, ok, on va l'exporter. Et comment cela fonctionne? Eh bien, on doit enregistrer le document. Ici, je vais juste peut-être revenir à la version, voilà, fichier, comme ça je ne touche pas à la version originale du document. Voilà, et je vais simplement dans le menu fichier, et on a une fonction ici qui s'appelle export HTML5 avec In5. Je vais donner un nom à ce fichier, le titre de la publication. Donc ce sera effectivement démo InDesign User Group. Je vais créer, le temps de la soirée, un dossier sur mon bureau qui va contenir les différents exports In5. Voilà. Et dans ce dossier, je vais créer par exemple mon exportation
de base. Je vais prendre le document de démo et démo de base au format web. Voilà. Je peux choisir les pages que je vais exporter. Si je choisis Custom, donc vous tapez 1, trait d'union 5, 10, 11, trait d'union 20, vous avez compris. Vous avez aussi la possibilité de choisir les mises en page alternatives que vous aurez créées dans le document InDesign. Hein, vous le savez, vous pouvez créer une version iPad horizontale, iPad verticale, iPhone, etc. Donc ici, on n'a qu'une seule version, un seul type de gabarit, mais ici pour la démo je vais tout simplement dire, vu qu'il n'y a que le iPad H, je vais exporter toutes les pages. Ensuite, vous pouvez choisir le type de document HTML que vous allez exporter. Et si vous choisissez Continuous Scroll, eh bien en fait les 11 pages du document InDesign vont s'afficher comme si c'était une page en fait. C'est comme si vous aviez 11 sections dans votre page. Et donc vous allez défiler le contenu comme vous défilez une page web qui est très très longue. Liquid, on va en parler plus tard. Par contre, si vous choisissez Slider, eh bien là vous allez vraiment avoir une expérience de lecture page par page. Donc, ce qui veut dire que vous allez effectivement vous déplacer dans le document, mais il va s'arrêter à chaque page. Et donc, il y a vraiment cette expérience presque de diaporama, ou comme dans le digital publishing, une accroche entre chaque page. Donc, il n'y a pas de défilement lisse. Mais pour l'instant, je vais choisir Continuous Scroll et on va défiler verticalement. Alors évidemment, quand on veut défiler verticalement sur une plateforme mobile, et forcément, on active la navigation par swipe, donc on utilise son doigt. Ici, on va ajouter des flèches pour aller à la page précédente et à la page suivante. S'il y a des liens qui mènent vers des sites web, par exemple, eh bien, on peut demander que tous ces liens, au lieu de s'ouvrir dans un navigateur qui va, pardon, on sera dans un navigateur, mais dans une nouvelle fenêtre du navigateur, eh bien non, on peut demander que les liens s'ouvrent dans une lightbox. Donc on va cliquer par exemple la fonction lightbox, et ici la fonction thumbnail, je vais en parler un petit peu plus tard. Alors le rendu du texte, la fonction par défaut c'est image, ça veut dire que vous pourriez convertir tous les textes en images, donc il va tout pixeliser, de telle sorte que vous avez exactement la même représentation du texte dans le document InDesign et dans le document HTML. Et le but, justement, c'est de ne pas faire ça. Puisque le but, justement, c'est que si vous pixelisez le contenu, eh bien, vous allez alourdir le poids total de votre dossier. Si vous avez une page de texte, c'est 10-15 fois plus léger que si vous avez chaque page, chaque bloc texte, chaque page, etc., qui est pixelisé. Et ça devient des JPEG ou des PNG, et donc, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais on a vu tout à l'heure dans la vidéo que les polices ne s'affichaient pas de la même façon sur tous les systèmes d'exploitation sur les plateformes mobiles, qu'il y a des problèmes d'interprétation, que certaines polices sont substituées, mais les technologies aidant, vous voyez que vous avez la possibilité de choisir d'autres méthodes de formatage du texte. Alors il y a la méthode traditionnelle qui consiste à convertir tous les textes, notamment ceux qui utilisent des polices de caractères non standards, qui ne sont pas les standards du web, comme Helvetica, Times New Roman, Georgia, etc., etc. Donc, si vous convertissez vos polices de caractères dans des formats web safe, comme on dit, eh bien, vous n'allez pas avoir la même représentation du texte comme dans InDesign, mais vous allez avoir au moins du texte sélectionnable. Mais là où ça devient très intéressant, c'est cette troisième option. Et cette troisième option vous permet, en fait, de prendre la police de caractère d'origine et d'intégrer la police de caractère dans le dossier HTML, et cette nouvelle technologie
va en fait prendre tous les caractères que vous avez effectivement utilisés dans le document et va créer un jeu partiel de caractères d'une police. Et donc en fait, il prend une police de caractères, il ne garde que les caractères effectivement utilisés dans le document, et ensuite on enregistre sous le fichier de la police et on obtient généralement un fichier qui est beaucoup plus léger que le fichier de police original. Et ces polices sont enregistrées au format OTF. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a sur le marché pour ainsi dire, il y a d'autres formats de police que seulement le point OTF, OpenType, et le point TTF, TrueType. Il y a des polices de caractères, comme des points EOT, des points WOFF, des points SVG. Et si maintenant, vous avez la possibilité d'avoir les versions SVG, WOFF et EOT des polices de caractères, et si vous les placez dans le fameux dossier Document Fonts, vous savez, ce fameux dossier Document Fonts qui active les polices de caractères à condition que ce dossier se trouve à côté du document InDesign, eh bien In5, s'il détecte que la police de caractères existe, si elle a le même nom, mais si elle existe dans des formats différents, eh bien il va automatiquement les réutiliser, il va écrire le code nécessaire de telle sorte que tel navigateur, Firefox ou Chrome, qui s'entend bien avec certains formats de police, eh bien, va faire en sorte que le code HTML et le code JavaScript va être écrit d'une telle façon que si maintenant il détecte un navigateur qui est compatible avec un certain format de police spécifique, eh bien, va automatiquement utiliser le meilleur format de police adapté à ce navigateur. Et donc, il faut simplement placer les polices de caractères dans le dossier Document Fonts. Si vous avez utilisé par exemple une police comme la Museo en format OTF, mais que vous aviez aussi la version SVG, pardon, WOFF et EOT, eh bien, il va intégrer toutes ces polices dans le dossier final et écrire le code nécessaire pour qu'il y ait ce qu'on appelle une application en cascade en fonction des conditions qu'il rencontre lors du chargement dans le navigateur. Et, pardon, dernière option, vous avez la possibilité de convertir les polices au format SVG. Alors, fondamentalement, le Scalable Vector Graphics, c'est une police au format vectoriel, enfin, le code lui-même permet de dessiner la police avec des instructions mathématiques, donc au final c'est du vecteur puisqu'on peut le mettre à l'échelle autant qu'on veut et on a toujours un dessin parfait. Mais le problème du SVG, c'est que ça alourdit un peu plus le poids de la structure texte du dossier HTML puisque nous avons des instructions vectorielles alors qu'ici on utilise simplement la police de caractères qui est une fois que la lettre A est dans la police, eh bien on ne doit pas à chaque fois réécrire le dessin de la lettre A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la police est le modèle et on fait appel à la lettre A. Donc voilà. Donc le choix le plus pertinent que vous pouvez faire, c'est justement d'intégrer les polices locales. On va choisir comme mode d'exportation le web. Il y a d'autres méthodes d'exportation et on les verra un petit peu plus tard. Ici, c'est la possibilité de chaque fois remplacer à chaque exportation les fichiers en effaçant les fichiers de démo précédents. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter un petit cartouche en bas de page pour dire fait avec In5, mais on va le désactiver. Backgrounds. Alors là, vous pouvez choisir. Vous savez que lorsque vous affichez du contenu HTML dans un navigateur, vous avez toujours le fond du navigateur, qui est généralement blanc ou gris, puis vous avez la page, éventuellement, si on a déterminé les dimensions d'une page, et puis vous avez éventuellement le fond de cette page, qui peut être une autre couleur que la couleur de fond de navigateur, et qui peut être autre chose, qui peut être aussi une image.
Et donc vous avez ici toutes les options qui vous permettent de choisir une couleur de fond du navigateur. Si vous voulez que ce soit une image, vous sélectionnez une image, vous pouvez demander que cette image de fond de navigateur commence à partir du coin supérieur gauche, que éventuellement auto signifie simplement que l'image s'affiche à partir du coin supérieur gauche. Donc si vous avez choisi une image qui fait 500 pixels sur 500 pixels, eh bien les 500 pixels à partir du coin supérieur gauche, c'est une image qui va s'afficher dans le coin supérieur gauche. Par contre, si vous choisissez Cover, eh bien le code HTML sera écrit de telle façon que cette image de fond va toujours occuper le plein écran en fonction des dimensions de l'écran sur lequel vous êtes en train de lire la page. Si vous choisissez Contain, il va faire ce qu'on appelle du fitting proportionnel. Donc la page va s'afficher au maximum d'au moins d'un de ses côtés, le côté le plus court ou le plus long en fonction du côté qui est, si la fenêtre du navigateur est élargie en hauteur ou en largeur. Et donc l'image ne va jamais tout le temps remplir l'intégralité de la fenêtre du navigateur, sauf si la fenêtre du navigateur a exactement les mêmes dimensions que l'image. Donc c'est comme dans InDesign quand vous dites non pas remplir l'image proportionnellement, mais ajuster l'image proportionnellement au bloc. Donc il y a un risque qu'il y ait des bandes sur les côtés ou au-dessus et en dessous. Mais voilà, on va choisir automatique et peu importe ce qu'on choisit puisque je ne vais pas ajouter d'image ici. Et puis vous pouvez demander que cette image se répète automatiquement uniquement en X ou uniquement en Y ou les deux. Et vous avez donc cet effet magnifique des sites web des années 90 et des années 2000 où vous avez ces papiers peints qui sont l'apanage des sites les plus moches de cette époque-là. Alors évidemment, vous pouvez aussi, donc là je parlais de l'arrière-plan du navigateur, donc du navigateur, et puis vous pouvez aussi ajouter une couleur de fond sur la page. Donc ici on a du 1024-768. Donc qu'est-ce qu'on va afficher dans le fond de la page au format 1024-768? Ça peut être une couleur, soit une couleur dans la liste des couleurs du document InDesign, soit une couleur que vous allez choisir vous-même, ou bien ce sera une image que vous allez positionner exactement avec les mêmes options que pour l'image de fond. Search Engine Optimization et métadonnées, vous pouvez taper une description. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que normalement, j'aurais dû vous montrer ça avec le champ vide, voilà, c'est que si vous cliquez sur Auto, eh bien, vous voyez qu'il va automatiquement aller chercher des mots clés dans le document. Donc, selon quels critères, je n'en sais trop rien, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant de prendre un certain nombre de mots-clés. Vous ajoutez ici, donc automatiquement, le nom de l'auteur. Baker Framework, je vais en parler plus tard. Alors, si vous exportez votre document InDesign, non pas en tant que uniquement page HTML, mais si vous en faites vraiment une app pour Amazon, une web app comme on dit, eh bien, lorsque vous allez sur votre compte développeur Amazon, vous dites, voilà, je crée une web app et voilà le titre, voilà les caractéristiques, et Amazon vous donne une clé qui vous permet de signer, entre guillemets, c'est comme si vous signiez une application. Et avec ce code que vous recevez, eh bien, vous le collez tout simplement à l'intérieur de ce champ, et vous générez le dossier que vous chargerez ensuite sur votre compte développeur et ça transformera votre dossier en web app. Et là, vous pouvez taper le numéro de version 1.0, 1.1, etc., etc. Dans les ressources, vous avez la possibilité d'ajouter des CSS supplémentaires. Alors, comme vous le savez, dans InDesign, vous avez la possibilité d'appliquer un style de paragraphe à un titre. Et ce style de paragraphe va par exemple s'appeler en tête. Eh bien, vous pouvez spécifier dans les options du style de paragraphe dans InDesign que le nom du style de paragraphe en tête devienne aussi le nom du style de paragraphe dans la CSS. Et si par ailleurs, et ceux qui ont suivi mes cours sur EPUB savent ici exactement de quoi je veux parler, si par ailleurs un développeur web, ou vous écrivez une CSS qui dit
tout ce qui est formaté par en-tête est de telle taille, utilise telle police, telle couleur, etc., eh bien, la CSS qui va contenir le nom, comment on dit encore, la déclaration en tête, c'est pas la déclaration, oh là là, je suis fatigué, mais si un style dans la CSS s'appelle en tête, eh bien, ce style devient prioritaire sur la définition du style en tête dans InDesign. Et donc, vous pouvez ainsi formater d'une façon bien précise en demandant à un développeur web d'écrire une CSS à condition que les noms des styles soient les mêmes dans le document InDesign et dans la CSS. On peut ajouter des JavaScript qui apportent des comportements, du comportement supplémentaire à vos pages. Vous avez aussi la possibilité ici de pointer par exemple vers un dossier. Vous voyez, ici, par exemple, je vais pointer vers un dossier A7 qui comporte un certain nombre de documents. Vous voyez, par exemple, ici, c'est mon document qui s'appelle, j'ai une icône, je vais en parler plus tard, mais ici, j'ai aussi un PDF. Alors, vous pouvez mettre dans ce dossier A7 tout ce que vous voulez. Par exemple, plusieurs PDF, plusieurs images supplémentaires, pourriez ajouter des SWF par exemple, si maintenant votre fichier HTML est en train d'être lu sur une plateforme qui lit le Flash, ben pourquoi pas. Vous pouvez ajouter d'autres contenus HTML, donc c'est un fourre-tout. Et lorsque vous cliquez sur ouvrir, eh bien, ça veut simplement dire voilà où se trouve mon contenu additionnel. Et maintenant, si dans votre document InDesign, vous avez envie de créer un bouton qui dit, si je tape sur ce bouton, je veux que s'ouvre ce PDF, ce que vous devez faire quand vous créez le bouton, c'est que vous devez spécifier comme lien assets, A2SETS, / ressources, avec un S en anglais, / et ensuite le nom du PDF que vous voulez afficher. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans le navigateur web, si on tape sur ce bouton, eh bien, va s'ouvrir alors le PDF. Mais le PDF, où est-ce qu'il est ? Eh bien, il sera emballé, assemblé dans le dossier HTML en même temps que les images, les polices, les vidéos, etc., etc. Et vous pouvez aussi ajouter du contenu HTML. Par exemple, le code pour Google Ads, des codes d'optimisation pour les moteurs de recherche, par exemple, tout code que l'on vous demanderait d'ajouter pour donner des informations supplémentaires au navigateur, eh bien, il suffit simplement de cliquer sur Browse, d'aller sélectionner le dossier qui contient ces codes supplémentaires, ces fichiers HTML, et InFile s'occupe de faire un assemblage correct de tout ça. Dans le mode avancé, ici, vous voyez qu'il y a l'option icône. Eh bien, je clique sur le bouton Browse et je sélectionne un fichier icône. Alors, vous savez que sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous avez des icônes. Et généralement, une icône, c'est une application. Eh bien, là où ça commence à devenir très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de diffuser le dossier complet de votre publication qui est au format HTML, de telle sorte que ça devienne une icône, au même titre qu'une application téléchargée sur iTunes, et que cette icône, en fait, donne l'impression à la personne qui le lit qu'elle a téléchargé une application alors qu'en fait qu'elle est en train de lire tout le contenu du dossier HTML. Alors ça vous paraît un peu bizarre, mais je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Mais pour qu'il y ait une icône, eh bien il faut justement pointer vers un dossier qui va nous permettre de l'afficher, cette icône. Et voilà, j'ai préparé un fichier au format PNG, et idéalement, ce serait bien que vous ayez un fichier qui fasse au moins 128 pixels sur 128 pixels. Vous pouvez faire du 512 sur 512. Là, j'ai préparé 128 sur 128. Et donc, ça doit être au format PNG. Donc, je clique sur Ouvrir. Voilà, et nous allons avoir ici une icône format PNG.
Qualité des images. Vous le savez, dans InDesign, vous avez les options d'exportation d'objets. Donc, c'est cette fameuse fenêtre dans InDesign qui vous permet de spécifier si telle image, quand elle sera exportée en EPUB ou en HTML, elle aura 72 pixels 72 ppi de résolution, elle doit occuper toute la largeur, ou bien elle doit avoir exactement les dimensions sur la page. Donc, on réutilise toutes les options spécifiques que vous avez appliquées à certaines images grâce à la fonction option d'exportation d'objets. Utiliser les images sources, eh bien, cela veut simplement dire, si j'ai importé une image de 2 mégas dans mon document InDesign, il va reprendre exactement le même fichier. Par contre, si vous utilisez standard, il va toujours rééchantillonner vos images à 72 pixels par pouce. Si c'est un GIF, ça reste un GIF. Si c'est un JPEG, ça reste un JPEG. Si c'est un PNG, ça reste un PNG. Si c'est du Flash, ça reste du Flash. Ça n'a rien à voir ici avec les images, mais soit, je le dis quand même pour Flash. Si c'est un PSD, ça devient un PNG, transparent. Ok? Ensuite, la page. Donc, 1024-768. Comment est-ce qu'elle va s'afficher? Une nouvelle option est apparue ici qui s'appelle laisser In5 choisir. Mais, vous voyez par exemple, ce document, c'est 1024 pixels de large. Si vous laissez l'option Force 100% Scale, ça veut dire que vous générez un code HTML qui dit cette image doit s'afficher, cette page doit s'afficher sur 1024 pixels de large et 768 pixels de haut. Ce qui veut dire que si vous lisez ça sur un téléphone, eh bien, vous allez afficher seulement le coin supérieur gauche de l'écran. Si vous destinez votre document à être lu que sur iPad, d'accord, mais qui vous dit que quelqu'un ne va pas le lire sur téléphone? Voilà pourquoi, ici, il y a une option très intéressante qui dit tout simplement zoomer à la largeur de la page. Donc, quel que soit l'écran sur lequel vous allez lire ce document, si on est sur un iPad en mode portrait, eh bien, il va mettre à l'échelle les 1024 à 768 pixels. Et si on lit ce document sur un téléphone, eh bien, il va adapter, il va mettre à l'échelle la largeur de ce document pour qu'il s'affiche sur la largeur de l'écran du téléphone. On peut éventuellement ajouter des options de contrôle pour la gestion de l'audio. Et puis ici, vous avez trois options très intéressantes. L'option par défaut s'appelle Application Cache. Et ce sera facilement explicable lorsque j'exporterai une première fois, mais je dois choisir un autre format. Mais pour l'instant, ça ne nous concerne pas. On verra ça un petit peu plus tard. Make Overset Text Scrollable. Vous savez que vous pouvez avoir du texte en excédent dans InDesign, avec le petit plus rouge. Eh bien, si vous ne cochez pas cette case, on ne verra pas le texte en excédent. Si vous cochez cette case, le texte en excédent s'affichera quand même. C'est-à-dire que si vous avez 30 lignes de texte en excédent, eh bien, ces 30 lignes de texte s'afficheront quand même. Donc, à vous de voir comment vous voulez utiliser cette fonction et si c'est vraiment utile. Rendre les rectangles en CSS, ça suffit simplement que si vous avez un rectangle dans votre mise en page, si vous ne cochez pas cette case, eh bien le rectangle, il va le convertir en PNG. Ce qui veut dire que vous alourdissez considérablement le poids de votre dossier et de vos ressources. Mais si vous cochez cette case, ça veut simplement dire In5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire dans le code, dans la CSS, il va dire un rectangle, il commence en X, en Y, la largeur c'est autant de pixels, la hauteur c'est autant de pixels, le fond c'est autant de pixels, le fond de couleur c'est telle couleur, et l'habillage c'est autant, le padding intérieur c'est autant, enfin voilà. Et donc ces quelques lignes ne pèse vraiment rien par rapport au poids d'une image PNG. Voilà pourquoi In5 va essayer au maximum de convertir en code
le dessin de certaines formes plutôt que de les exporter en tant qu'image. Et c'est le but justement que l'on essaie d'atteindre avec l'HTML pour qu'il puisse afficher un maximum de graphismes sans que l'on ait à les pixeliser. Quand vous avez des groupes complexes, vous savez que par exemple dans le design, si vous avez un groupe de plusieurs objets et que vous appliquez une ombre portée, bien, vous avez une ombre autour de ce groupe. Et bien, si vous voulez garder cet aspect, eh bien, vous cliquez sur l'option rendre les groupes en tant qu'image, donc il va vraiment pixeliser la chose. Mais si vous décochez l'option, vous n'aurez pas l'ombre derrière, mais vous allez avoir une disposition correcte de tous les éléments les uns sur les autres. Et pour info, sachez que vous pouvez utiliser le panneau calque, il faut utiliser le panneau calque, mais fondamentalement il ne retranscrit pas le panneau calque, il retranscrit simplement la superposition des objets dans le code. Alors, page items to span across, ça on verra plus tard. Utiliser les points au lieu de pixels pour les textes et inclure les calques masqués, ça on verra plus tard. Et puis vous avez ici les informations de licence. Et je clique sur OK. Alors ici, mon document était enregistré. Normalement, le document doit être enregistré avant que vous ne puissiez faire l'exportation. Et quand l'exportation est terminée, vous vous proposez deux choses. D'ouvrir dans un navigateur le document exporté, ou bien d'ouvrir le dossier. Alors, je vais cliquer ici pour ouvrir le dossier, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Et vous voyez que vous avez un document HTML avec toutes les ressources, les CSS, les polices de caractères, les jeux partiels de polices de caractères, toutes les images, les JavaScript, donc toute la machinerie qui fait tourner la chose. Vous avez un élément SWF et dans le dossier ressources, la fameuse icône. Et alors c'est pas l'icône que j'ai importée, elle est ici pour servir d'icône à l'application web éventuellement. Mais ici c'est le dossier ressources qui contient le PDF. Et donc, vous voyez que le chemin, c'est bien assets/ressources, et puis le chemin vers le PDF. Tenez, je vais copier le nom de ce PDF, comme ça, pour plus tard, quand je fais une deuxième réexportation, on va effectivement créer un bouton pour. Ok, et si j'ouvre maintenant ce document dans un navigateur web, le contenu se charge, et qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment maintenant sur, si on compare InDesign, vous voyez l'aspect du document dans InDesign et l'aspect dans un navigateur. Alors, lui, il m'énerve, on va le mettre là. Les petites capitales, il y a des petites capitales, mais ce n'est pas exactement le même aspect. Vous voyez ici le texte. Et je vais recharger la page. Pourquoi? Parce que vous voyez que le logo apparaît. Ensuite, vous voyez que on passe d'une page à l'autre et il n'y a pas d'accroche, c'est-à-dire c'est un contenu défilant. La vidéo se lit uniquement lorsqu'on arrive sur la page, mais elle ne se lira pas lorsque la première page est chargée, elle se lira lorsque on atteint la page qui contient la vidéo. Ça, c'est une vidéo YouTube. Et vous avez ici les fameuses animations qui ont été converties. Donc ici, si vous cliquez sur Animate the Star, l'étoile s'anime, on arrête l'animation, masquer les autres boutons, afficher les autres boutons, aller à une URL bien précise. Vous voyez que ça s'ouvre dans une lightbox. Ok, le site en tout cas. Oui, on n'a pas quitté la fenêtre, hein, on reste dans le document. Retournez à la première page, voilà. Et vous avez ici l'objet à état multiple, comme dans DPS, comme quand vous exportez ça en Flash. C'est exactement la même chose, mais en HTML5. Ici, vous avez un diaporama. À chaque fois que votre souris passe dessus,
on passe à un autre état d'objet du MSO, du Multi-State Object. Liquid Layout, on va en parler plus loin, plus tard. Et vous voyez ici, à chaque fois que j'arrive sur cette page, j'ai cette animation, voilà, qui a été réalisée tout simplement en utilisant les fonctions animation de InDesign. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé du PDF. Eh bien, on va le faire tout de suite. Vous voyez, je vais créer un bouton. Et l'hyperlien, ce sera bouton et formulaire. Voilà, bouton. Et atteindre l'URL. Et quelle sera l'URL? assets/resources/ j'ai copié tout à l'heure le nom du PDF. Et voilà le chemin. J'enregistre. Et ce que je peux faire aussi ici, c'est demander dans InDesign de réexporter le document au même endroit. On va nettoyer les fichiers exportés précédemment, comme ça il n'y a pas de problème de cache éventuellement. Voilà, le logo apparaît. Et lorsque ma souris vient ici dessus, et qu'est-ce qu'on voit en dessous, le chemin? Quel est le chemin? Assets/resources, je clique. Se fier. Je recommence. Voilà, ça marche. Donc, vous voyez que le PDF s'affiche dans une lightbox. Parce qu'on avait coché la fonction lightbox. Alors, pardon, toutes ces animations ici, eh bien, ces animations, je vais fermer tout ça. Vous connaissez ce document? C'est un document InDesign dans lequel on a ajouté de l'interactivité. Voilà. Ce n'est pas la première fois que vous voyez ce document, mais en fait tout ça a été fait dans InDesign sans écrire une seule ligne de code et ensuite exporté au format Flash, SWF. Ok. Alors j'ai ici un petit fichier qui affiche toutes les animations possibles, tout ce qu'on appelle les events, les comportements possibles que l'on peut faire dans InDesign avec le panneau animation, le panneau timing, etc., etc. Et en fait, ce que vous pouvez faire, et je vous donnerai ce fichier, c'est que on peut prévisualiser en cliquant sur le bouton de prévisualisation. Voilà, on va prévisualiser tout le document. Voilà. Et lorsque on clique à chaque fois sur la page, eh bien, vous voyez, on peut faire combiner des effets, mettre à l'échelle, réduire l'opacité, changer la couleur, suivre une courbe. Ok. Donc je redemande un rendu sur la page 2. Tiens, normalement, il doit me faire ça pour tout le document. Je vais redemander le rendu. Très bizarre, ça. Ah, voilà. Page 2. On-page load, pivoter. On-page click, pivoter. Sur le clic, sur rollover. Lorsqu'on clique sur le bouton, ou bien on affiche un objet à état multiple. Voilà. Eh bien, alors je ne sais pas si ça va fonctionner ici. Ceci est un excellent moyen de savoir quelles sont les fonctions qui sont convertibles par InFive en HTML5 et quelles sont celles qui ne le sont pas. Alors vous devez savoir par exemple que la technique qui consiste dans InDesign à dessiner par exemple un objet, voilà, puis vous prenez l'outil crayon et vous dessinez par exemple une courbe complexe,
Vous sélectionnez les deux et vous avez la possibilité dans Objet interactif de convertir en trajectoire. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de faire déplacer cet objet le long de cette trajectoire en 3 secondes, par exemple, en boucle, et le faire pivoter 2 fois sur lui-même, voilà, etc., etc. Donc si je prévisualise, voilà, en 3 secondes, l'étoile suit la courbe et vous avez cette animation. Alors pour l'instant, In5 a un peu de mal, même si techniquement c'est pas trop sa faute, de convertir par exemple des situations comme celle-ci. Donc si par exemple vous prenez l'outil plume, vous faites 1, 2, 3, je dessine un polygone, voilà, je sélectionne les deux, et je fais un clic droit, et je demande de convertir en trajectoire. Maintenant, je demande que le déplacement se fait en 3 secondes, mais que l'opacité est un fondu en sortie. Eh bien, là, nous avons une étape 1, on va l'appeler l'étape 0. L'étape 0, l'étape 1 et l'étape 2. Donc, vous avez 3 positions, mais 2 étapes. Mais vous demandez aussi que l'opacité passe de 100% au début et qu'elle soit de 0% à l'arrivée. Eh bien, In5 va ajouter dans le code les instructions suivantes. L'étoile va se déplacer de telle position à telle position, et puis de telle position à telle position. Mais par contre, du début à la fin, il n'y a qu'une seule étape, c'est-à-dire le passage de 100% à 0%. Et donc nous avons cette situation où les navigateurs n'arrivent pas à synchroniser le fait que l'on passe d'un endroit à un autre, ce serait une seule étape, mais d'abord par une étape intermédiaire, et de en même temps combiner le passage de l'opacité de 100% à 0%. Donc en fait, le déplacement c'est 2 étapes, mais l'opacité c'est une étape. Et donc, la plupart des, je ne sais plus si c'est la plupart ou certains navigateurs vont d'abord afficher le déplacement et puis tout d'un coup l'objet devient transparent à 0%, ou bien l'objet d'abord devient transparent et puis il s'affiche, et certains navigateurs vont peut-être l'afficher les deux options, les deux effets en même temps. Et donc In5 a encore un peu de mal avec ça. Et l'autre option qui n'est pas encore convertible par In5, c'est la fameuse fonction dans les folios overlays de diaporama. Alors, excusez-moi, c'est pas diaporama, c'est panorama. Donc, vous connaissez la technique, même si vous ne la pratiquez pas parce que c'est un peu complexe, donc vous prenez des photos à 360 degrés, puis vous utilisez un logiciel spécial pour créer les 6 faces intérieures d'un cube, et puis le logiciel va donc générer les 6 faces, vous chargez les images, vous appliquez un certain nombre d'options, et vous pouvez faire une expérience de navigation dans cette image, un peu comme si c'était du QuickTime VR. Eh bien, ça encore, In5 ne l'exporte pas encore correctement. Et l'autre chose qui n'est pas encore exportée correctement, ce sont toutes les... non, ce que je voulais dire, c'est que oui, toutes les fonctions de mise en page liquide, tout n'est pas encore exporté correctement. Alors, pour ce que je vous avais montré tout à l'heure aussi, c'était les options d'exportation d'objets. Donc, si par exemple vous sélectionnez un objet et que vous allez dans les options d'exportation d'objets, eh bien, tout ce que vous pourriez cocher ici dans le panneau EPUB HTML est converti correctement. Et donc, si vous appliquez un certain nombre d'options ici pour l'exportation des images, eh bien, In5 va en tenir compte et sont prioritaires sur le réglage standard qui lui appliquerait par défaut la conversion en 72 ppi et la réutilisation du format d'origine JPEG vers JPEG, GIF vers GIF, PNG vers PNG, etc., etc. Voilà, donc
Ben tiens, je vais juste mettre ce document. Tiens, je vais enregistrer ce document. Ben voilà. Et puis je vais exporter et je vais créer un nouveau dossier qui va être démo animation. Voilà. Et tout ça peut rester tel quel. C'est bon. Ok. Alors là, effectivement, il y a une erreur sur... parce que la personnalisée était en français. D'accord. Et voilà, ça c'est un bug. La fonction a été... La démo a été faite avec une version française et donc il a reçu quelque part l'option personnalisée, ce qui veut dire que voilà, c'est de là que ça vient et le bug est assez intéressant. Donc malheureusement je ne pourrais vous le montrer que si j'avais une version anglaise ici, mais bon. Il faudrait en fait utiliser ce document dans une version anglaise pour l'exporter à IN5 pour voir quelles sont les choses que vous pouvez qui sont convertibles par IN5 si on utilise les fonctions d'animation et de minutage d'InDesign. Ok. Voilà, alors, une dernière petite chose concernant la démo de base du web, c'est que je réouvre le document de tout à l'heure et je vais afficher le fameux inspecteur web. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on voit qu'il y a l'indicateur de chargement, qui est donc cette zone au-dessus qui indique Loading Content. Puis vous avez le Container. Et lorsque vous ouvrez le Container, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que, en fait, chaque page de cette présentation, les 11 pages sont en fait une liste. Et donc, cette liste, vous allez dire, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a fait une liste? Ben, d'après le développeur, c'est beaucoup plus facile à gérer, mais c'est un choix qu'il a fait, parce qu'il estime que c'est beaucoup plus facile de gérer les éléments. Bon, vous voyez, les 11 pages sont en fait une liste, et donc c'est un conteneur qui contient le contenu principal du document. Et puis vous avez le footer, voilà, qui est le pied de page qui se trouve juste en dessous. Donc je vais simplement vous montrer cette particularité technique. Ok. Alors voilà, donc ce document, au total, il pèse combien? 2,4 mégas, 2,4 mégas pour les 11 pages de présentation du document avec la vidéo et avec les animations, etc. etc. Est-ce que vous pouvez avoir ça dans un PDF? Non. La seule chose que vous pouvez avoir dans un PDF, c'est du rollover. Vous pouvez ajouter évidemment d'autres effets avec JavaScript, mais c'est du rollover. Mais du rollover sur plateforme mobile, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez diffuser ce document facilement? Ben oui, vous le mettez sur votre serveur web et les gens le consultent. Mais les gens vont le consulter s'ils ont une connexion Internet. Et l'avantage du digital publishing et de l'EPUB, c'est que justement, on peut lire le contenu en mode offline. Mais le désavantage de l'EPUB, c'est que c'est du texte pur, entrecoupé d'images et de quelques animations. Il n'y a pas vraiment de graphisme. Et le désavantage du digital publishing, c'est que ça nécessite de lourdes ressources et que la mise en place de tout ce barnum nécessite temps et argent. Donc, vous vous souvenez de le tableau, la matrice que vous avez faite, où tout en bas, l'HTML5 était le format le plus pertinent pour beaucoup de choses? Eh bien, on va y venir. Alors, je vais retourner dans le document InDesign et je vais fermer d'abord. Ah, ben c'est fait. Je vais ouvrir un document
qui utilise les fonctions de mise en page liquide d'InDesign. Donc si je vais sur mon gabarit, et si je clique sur ce bloc, je vais donc dans Fenêtre, Objet interactif, mise en page liquide, et vous voyez que j'ai demandé tout simplement que ce bloc s'adapte en largeur en fonction de la largeur de la page ou de l'écran. Donc il ne va pas se modifier en hauteur, mais seulement en largeur. Donc sa hauteur est fixe. Par contre, il est bloqué sur le coin supérieur gauche. Donc quand il est bloqué sur le coin supérieur gauche et que je lui demande de s'étirer en fonction de la largeur de l'écran, eh bien il va toujours occuper toute la largeur de l'écran. Mais la hauteur reste fixe. Si je clique sur ce bloc texte, vous voyez que je lui dis, tu te redimensionnes en hauteur et en largeur, mais tu te bloques sur la hauteur. Le point de référence est en haut. Donc ça, c'est figé ici. Et vous voyez que si je prends l'outil page, effectivement, là, on est figé, mais ceci n'est pas géré sur les côtés, c'est la largeur et la hauteur qui est gérée. Si je clique sur le bandeau en bas, exactement la même chose qu'en haut, simplement qu'on le fige en bas, mais la largeur est flexible. Si je sélectionne l'icône avec l'icône d'accueil, eh bien je lui demande de se bloquer en bas à gauche, sur le point de référence en bas à gauche, et les étoiles c'est en bas à droite. Ok ? Si je vais sur ma page 1, vous voyez que sur ce document, j'ai du texte en excédent. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous voyez que l'on a figé en hauteur la position de ce bloc. Donc ces blocs ont exactement, puisque la mise en page liquide est contrôlée par le gabarit, ont exactement les mêmes attributs de mise en page liquide. Et page 3, voilà, nous avons exactement la même chose. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais exporter en HTML5 avec In5. Je vais créer un dossier ici qui s'appelle liquide. Voilà. Je donne le nom liquide, j'exporte toutes les pages et je choisis le format de page liquide. Je désactive toutes ces options qui vont m'empêcher de pouvoir jouer avec une mise en page liquide. Le texte, eh bien, on va pas faire du rendu, on va prendre des polices de caractères et on va faire une exportation en page web. Alors vous avez aussi le Liquid State Publishing System qui est actuellement une norme en développement, mais qui va permettre justement de générer des pages qui sont vraiment optimisées pour ce genre de mise en page. Mais pour l'instant, on peut rester en web. Tout ça est encore expérimental ici. Le Baker Framework, le Liquid State Publishing System, le Multi-Device Web App, je vais vous en parler après, c'est encore expérimental. Et je vais directement dans Avancer. Et je demande tout simplement de rendre le texte scrollable s'il y a du texte en excédent. C'est bon, c'est la même chose. Je clique sur OK. Maintenant, il va me proposer d'ouvrir la page HTML dans le navigateur. Et voilà ce que j'obtiens. Une véritable mise en page liquide. Vous voyez que la position supérieure du bloc ici est figée. Et ici, elle est figée. Mais vous voyez que le texte qui était en excédent s'affiche. Les icônes l'icône d'accueil est figée en bas à gauche, les flèches en bas à droite. Évidemment ici. Alors, qu'est-ce que j'avais dit pour la hauteur des bandeaux? Seule la largeur est flexible, mais pas la hauteur. Donc, on a ce genre de situation. Mais bon, qui va vraiment lire ce genre de contenu sur des écrans pareils? Vous voyez, c'est très intéressant d'avoir ce genre de contenu qui se met à l'échelle en fonction de la largeur de la fenêtre du navigateur. Et maintenant, pour terminer, l'avant-dernière démo, je vais vous montrer plusieurs choses. Voici un document
qui normalement aurait dû être composé ainsi. Vous voyez, avec une page, une deuxième page, et alors une image qui couvre les 3 pages. Et normalement, si on demande de naviguer dans ce document en HTML à l'horizontale, eh bien normalement, on devrait pouvoir, quand on arrive sur la page 3, donc celle où on voit le clocher, et lorsqu'on continue de scroller, eh bien, on a l'impression que l'on se déplace dans le panoramique, qu'il n'y a pas de coupure dans la navigation. Et pour l'instant, il y a un petit problème technique qui fait que si vous voulez créer ce genre d'expérience de lecture où on se balade dans un panorama, eh bien, il est préférable de construire le document ainsi. Donc, voilà. Alors, ici, j'ai une image de fond. Voici un logo qui va apparaître avec un fondu en entrée. J'ai ici un cercle et je dis simplement, ce cercle c'est un bouton, quand je clique dessus, il va à la page suivante. Ensuite, et je vais afficher ici mon panneau, et vous voyez que le panorama commence à la page 3. Mais parfois, si vous insérez des pages à la page 3, le panorama ne commence pas à la page 3, il peut commencer à la 4, ou la 5, ou la 6. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner le bloc image, je clique et je crée un signet. Ensuite, je peux fermer les panneaux signés, je vais sélectionner ce bloc, voilà. C'est un bouton. Alors dans la version française, ça s'appelle une cible et pas une destination comme en anglais. Accéder à la cible. Quelle cible? Il en a trouvé une dans le document qui s'appelle Panorama. Donc, quand on va charger cette page, il va y avoir un fondu en entrée du logo. Si on clique sur ce cercle, on va aller à la page suivante. Si on clique sur le rectangle, on va aller sur le panorama. Ici, j'ai une autre animation qui fait que le logo va apparaître d'en bas. Et là, j'ai un bouton qui va me permettre de retourner à la première page. Et puis ensuite, j'ai le panorama. Alors, je vais enregistrer donc ce document. Je vais dans Fichier, Export HTML5 avec In5. Et je vais lui demander de... Alors, c'est une démo sur le Sunset. Voilà. Sunset. Voilà. Et c'est pas tout à fait exact. En fait, ce que je vais faire, c'est une web app. C'est de ça que je voulais parler. Donc ici, je vais... Web app. Voilà. Ouvrir. Je vais exporter toutes les pages, mais ici, cette fois-ci, je vais utiliser le mode slider. Donc, au lieu d'avoir un contenu qui défile de façon lisse, sans accroche, sans accroc entre chaque page, eh bien, je vais utiliser le mode glissement et horizontal. Pourquoi? Parce que j'ai le panorama. Évidemment, on ne peut pas encore avoir dans une page HTML un mélange de défilement vertical et de défilement horizontal. Donc ici, je vais choisir horizontal. Je vais ajouter bien sûr l'option de navigation avec le doigt, et là je vais ajouter les flèches. J'incorpore les polices de caractères, et ce que je vais choisir ici maintenant, c'est Multi-Device Web App. Ou alors, vous faites une web app uniquement pour l'iPad, uniquement pour l'iPhone, uniquement pour Android, ou bien pour les trois. Alors, de quoi s'agit-il? Bien, ça c'est pour moi le futur. C'est-à-dire que vous allez exporter un seul dossier HTML dont le code contient tout ce qu'il faut pour que ce dossier puisse se lire correctement sur iPad, sur iPhone et sur un appareil Android. Si le JavaScript inséré dans le dossier comporte, détecte
que vous êtes en train d'ouvrir ce document sur un iPhone, il va optimiser la lecture de ce document sur iPhone. S'il voit que vous êtes en train de lire sur un iPad, il va optimiser la lecture sur un iPad. Selon quels critères, je ne sais pas exactement, mais voilà, c'est l'idée principale. Et donc, au lieu de faire comme en digital publishing, une version iPad H, puis une version iPad V, puis une version iPhone V, puis une version iPad H, et puis une version Android et Samsung et Galaxy, tatati et tatata, vous avez un seul document qui va s'adapter automatiquement à l'écran. Là, je vais faire une sorte de tour de force où je vais générer un seul fichier pour tout ça. Enfin, moi, je ne génère aucun tour de force, c'est une five. Et dans le module avancé, donc image standard, je choisis le modèle, bien évidemment, Zoom to Page Width. OK. Et d'abord, je vais choisir l'option par défaut, Application Cache None. Donc, il n'y a pas de cache. Donc, si vous ne comprenez pas encore ce que c'est, retenez simplement qu'il n'y a pas de cache. Cache, non pas au sens de l'argent, mais au sens du stockage en réserve de ce que vous avez déjà consulté sur une page. Comme ça, si vous retournez sur cette page, il ne faut pas la recharger. Mais là, il n'y a pas de cache. OK ? Donc, tout ça est correct. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai dit que je vous en parlais plus tard, allow page items to span across pages with a spread. Mais en fait, cette fonction, si on avait utilisé la mise en page que je vous ai montré avec les 3 pages qui sont l'une à côté de l'autre avec le crépuscule, cette option aurait permis de découper correctement la grande image en 3 images pour les 3 pages. Mais comme je dis, pour l'instant, c'est un peu problématique. Je n'oublie pas ma petite icône. Tiens, je vais aller chercher une icône. Ça me permettra de... Assets, icône, ouvrir. Et OK, c'est parti. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que si j'ouvre le dossier, jusque-là, rien de spécial. Mais si j'ouvre le fichier, vous voyez qu'il va me dire « Visitez cette URL sur votre appareil mobile ». Cliquez ici pour envoyer cette URL sur phone ou tablette. Si je clique, mon logiciel de mail s'ouvre et je m'envoie l'adresse ici par email. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si vous voulez vraiment tester la page HTML sur votre téléphone, par exemple, comme on va le faire maintenant, eh bien, vous ne pouvez pas le déposer sur Dropbox ou sur Google Drive, parce que ce ne sont pas des serveurs web. Il faut vraiment avoir un serveur web à disposition. Alors, j'ai préparé ici mon petit serveur web, qui est un dossier d'hébergement, et je vais tout simplement déposer, tiens, j'aurais dû écrire le web app comme ça en un mot, mais je vais l'appeler web app no cache. Voilà. OK? Et je dépose. L'upload est fait. Il charge la page. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il vous dit, pour ajouter cette web app sur votre écran d'accueil, eh bien, tapez le bouton avec la flèche de renvoi. Et en fait, sur iOS 7, c'est le fameux bouton qui est ici. OK? Donc, sur mon téléphone, je tape sur ce bouton et il me demande d'utiliser la fonction Add to Home Screen. En français, c'est sur l'écran d'accueil. En fait, vous êtes en train de lire une page web qui est sur un serveur web. On est bien d'accord? Eh bien, je tape sur l'écran d'accueil et vous voyez qu'il me propose un nom. Eh bien, je peux éventuellement changer, mais je vais garder la base, mais simplement je vais dire no cache. L'URL et la petite icône que vous aviez préparée, 128 pixels sur 128. Et lorsque vous tapez sur ajouter, eh bien vous voyez qu'il ajoute une icône sur votre téléphone et
lorsqu'on tape sur cette icône, eh bien, il va charger le contenu des pages, vous voyez, loading content, apparition du logo. On avait demandé d'ajouter les flèches droites et les flèches gauches. Évidemment, si vous constituez des boutons de navigation comme je l'ai fait ici en bas à droite, vous n'avez pas besoin de ces flèches de navigation, mais je vous le montre comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Si je tape sur le bouton, le cercle, eh bien vous voyez que l'on va sur la page suivante et le logo apparaît du bas. Je retourne sur la première page. Si je tape sur le bouton rectangulaire, on va sur la page 3, la cible donc panorama, et vous voyez que l'on se déplace dans le panorama. Ok, je peux le faire avec mon doigt, oui là je le fais avec mon doigt, et voilà, moi je trouve ça assez bluffant. On ne trouvera plus ça bluffant dans 3 mois, mais est-ce qu'on a vraiment encore besoin de Flash? C'est ça la question que l'on peut se poser. Mais là où c'est très important de comprendre, c'est que, vous vous souvenez, dans les options de In5, on avait demandé No Cache. Ce qui veut dire que si, en fait, je désactive ma connexion Wi-Fi, le problème, c'est que je ne peux pas ici désactiver ma connexion Wi-Fi parce que sinon je ne pourrais plus afficher alors mon téléphone sur l'écran. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter au montage vidéo. Ok, ce que l'on voit sur l'écran. Et bien en fait, je vais passer en mode avion. Donc on est passé en mode avion, c'est-à-dire que là, vous ne voyez plus l'écran, mais ce que je vais faire, je vais retourner sur l'icône, je l'ouvre, et vous allez voir qu'ici, je vais faire une capture d'écran, il va vous dire désactiver le mode avion, utiliser le Wi-Fi pour accéder aux données. En fait, l'icône que l'on a créée, et je vais faire une capture d'écran d'une deuxième alerte qui dit impossible d'ouvrir web app, no cache, car il n'est pas connecté à Internet. En fait, parce qu'on a choisi l'option no cache, eh bien, et donc je vais réafficher donc le AirPlay. Voilà, maintenant ça devrait fonctionner. Voilà, maintenant ça va, on retrouve l'iPhone. Eh bien, là nous sommes dans une situation où l'icône que vous avez placée sur l'écran d'accueil, ce n'est qu'un raccourci vers un site web, tout simplement. Cependant, Apple, depuis iOS 6, autorise une application web, c'est-à-dire une page web, à charger en cache jusqu'à 25 mégaoctets de données. Sur Android, c'est 5 mégas de données. Et comment ça se passe? Eh bien, vous voyez que si j'ouvre le dossier Export Web App No Cache, Assets, il y a ici, il manque un fichier qui est le manifeste. Et le manifeste va permettre au navigateur de dresser la liste des fichiers qu'il va télécharger, qu'il va mettre en réserve sur l'iPhone, en cache, jusqu'à, comme on dit en commerce, jusqu'à un montant maximum de 25 mégaoctets. Alors, concrètement, trêve de blabla, fichier exporté, web app cache, ouvrir, et dans les options avancées, on demande cache all. Alors l'autre option, c'est cache non-media files only, c'est-à-dire il ne va pas mettre en cache les vidéos et les sons et les SWF. Les SWF, si, il va le faire, mais non-media. Media, c'est vraiment audio et vidéo. Mais on demande cache all, et je clique sur OK, et il va régénérer le dossier. Pendant ce temps-là, je retourne dans mon serveur web.
le dossier est en train de se constituer, et ce qui est très important de comprendre ici, voilà c'est fait, c'est que in5 vient de générer ce petit fichier manifeste, que je ne peux pas prévisualiser, mais qui contient la liste de tous les fichiers nécessaires à une lecture offline. C'est-à-dire que iOS, quand il va lire ce fichier, eh bien, il va charger les fichiers images dont il a besoin, les JavaScript dont il a besoin, les polices de caractères, les CSS, et c'est comme si on téléchargeait tout le dossier Web App Cache qui pèse 800 kilooctets, on va dire, sur l'iPhone. Ok? Donc, je prends un dossier, je vais sur mon serveur, voilà, ça s'upload. Pendant ce temps-là, moi je vais je vais retourner ici pour supprimer ce raccourci, voilà, et je vais sur l'URL, tout à fait à droite, mais je vais simplement enlever à l'adresse et demander Web App Cache. Il upload, il upload, il upload. Si j'ouvre le dossier Web App Cache, vous avez donc le manifeste. Ok. Je retourne sur l'iPhone. Voilà, même opération que tout à l'heure. Pour ajouter cette Web App à votre écran, tapez sur l'icône, ajouter sur l'écran d'accueil. Ici, je vais l'appeler. Tiens, je ne sais pas pourquoi c'est Untitled, j'ai dû Cached, Web App Cached, voilà. Et je clique sur ajouter. Voilà, j'ai exactement la même expérience de lecture que tout à l'heure. Ok. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si je désactive ma connexion Internet, eh bien, j'aurai exactement la même expérience de lecture parce que je n'ai pas encore consommé les 25 mégas pour cette app. Et c'est 25 mégas par app. Donc il faut me croire sur parole si je vous le dis, mais là je ne peux pas le faire parce que j'ai besoin de ma connexion Wi-Fi pour vous l'afficher. Mais vous désactivez la connexion. Alors je vais faire une capture d'écran, comme ça vous le voyez aussi dans la vidéo. Donc vous voyez, je passe en mode avion. Ça ne s'affiche plus sur l'iPhone, sur l'écran, pardon. Je vais dans mon navigateur. Vous voyez que je fais une capture d'écran. Il va me dire désactiver le mode avion ou utiliser le Wi-Fi pour accéder aux données. Mais c'est pas grave, je clique sur OK. Mais je peux continuer à lire mon application web comme si j'étais en ligne. Et donc, c'est ça que devrait être le digital publishing. Parce que, vous voyez que si maintenant je vais repasser en mode Wi-Fi, donc, partez du principe, comme si je n'avais pas de connexion Internet, eh bien, vous auriez exactement la même expérience que celle-ci. Vous voyez que si je pivote mon téléphone, eh bien, pourquoi est-ce que je vois ceci? Tout simplement parce que j'avais demandé largeur de page. Et si maintenant vous voulez que la mise en page s'adapte absolument en hauteur et en largeur selon que l'on en portrait et en paysage, vous devez utiliser le mode liquide. Ok, puisque là on peut avoir comme option que le mode largeur de page. Ok, voilà. Donc vous voyez qu'il y a différentes options, différentes combinaisons de technologies. Oui, alors le Baker Framework, je vais vous parler aussi du Baker Framework. Fondamentalement, le Baker Framework, c'est un projet Xcode qui, si je ne me trompe pas dans mes petites notes, oui, la particularité, c'est que le Baker Framework, le but, c'est de pouvoir générer un dossier HTML qui peut être directement exploitable dans le kiosque d'Apple, comme si c'était une publication. Et l'autre particularité, c'est que le Baker Framework va générer une page HTML par page. Donc, comment est-ce qu'on fait pour naviguer entre toutes ces pages? Le Baker Framework va demander de créer, selon la norme,
une page portal qui va afficher les vignettes de toutes les pages. Donc la page portal va afficher les vignettes de toutes les pages, vous en choisissez une et vous vous atterrissez sur la page directement. Donc je vais le faire ici directement avec... je vais l'appeler Baker, je vais créer un dossier Baker, voilà, Baker Framework. Je choisis donc, peu importe, ici, slider, et le Baker Framework, voilà, en mode web. C'est bon. Je clique. C'est fait. Ouvrir dans le navigateur. Et voilà. Donc vous avez un mode horizontal. Et enfin, le Baker Framework affiche toutes les pages en mode horizontal. Je clique sur une page et voilà. Donc elle s'affiche en taille réelle. Ok. Je me demande si j'aurais pu exporter slider horizontal, Baker Framework et zoom to page width. Non, vous voyez. Donc vous voyez que tout cela est encore. Ce sont des normes qui sont encore en train d'être en cours d'optimisation, on va dire. Alors, le site internet voilà le site internet Agile Production. Si vous voulez acheter le produit, ben, ça coûte une licence pour un siège, donc c'est 180 € environ. Mais par contre, 10 licences, ça ne coûte pas 1800 €, mais ça ne coûte que dans les 700 €. Donc vous voyez, c'est très très intéressant comme tarification, les réductions sont importantes. Et normalement, vous devez activer la licence par poste, vous ne pouvez pas la désactiver, c'est assez bizarre. Vous voyez, ils disent ici once activated, a seat cannot be deactivated, mais généralement quand il y a un problème ou le crash disk, ou vous devez remplacer la mémoire, etc., enfin soit, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais voilà. Donc, faites quand même attention à ceci, mais il y a moyen aussi de faire un backup d'une licence, mais ce que je vous conseille vivement, c'est d'avant d'acheter, c'est de leur demander qu'est-ce qui se passe quand c'est pas ma faute que l'ordinateur s'est crashé et que j'ai perdu la licence. Comment est-ce que ça fonctionne quand, par exemple, je veux aussi travailler sur mon portable et vous devez acheter 2 licences. Voilà, c'est comme ça que le système fonctionne. Mais bon, le tout est de savoir si vous estimez que 180 € pour faire ce que fait In5 est utile et pertinent ou pas. Alors vous avez aussi des démos avec différentes différentes vidéos. Il y a pas mal de vidéos que vous pouvez utiliser pour avec les fichiers sources que vous pouvez télécharger. La documentation, vous avez des showcases. Donc voilà, Agile Production, In5. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que c'est un produit qui est en évolution constante. Il y a eu déjà un nombre considérable d'améliorations depuis 2 mois, depuis que j'ai vraiment commencé à l'utiliser. Donc de nouvelles versions sont apparues. Et voilà, donc au niveau de la démo, je pense avoir fait un tour global de la question. Le tout maintenant, c'est de pas à pas, petit à petit, explorer les différentes possibilités et voir tout ce que l'on pourrait faire avec ça. Alors évidemment, la question c'est, bon, j'ai exporté un dossier en HTML, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, vous pouvez l'importer dans Muse, vous pouvez l'importer dans DPS, vous pouvez en faire des web apps. Voilà, donc on est encore, avec ces nouvelles technologies, à l'aube de toute une nouvelle méthode de production et de comportement de consommation de médias. Et l'avantage des démos que je fais aujourd'hui, c'est que vous êtes un peu, on va dire, en Belgique grâce à ces
à cette démo un peu à la pointe et que vous pourrez déjà tester le produit puisque vous pouvez télécharger une version d'évaluation et voir comment ça fonctionne. Je vous remercie pour votre attention.